cet après-midi, on aura des invités. Madame Brigitte Chabrol, qui professeure de pédiatrie et chef de service Marseille, neuropédiatre, auteure et coordinatrice notamment de neurologie pédiatrique, maladies métaboliques, héréditaires, handicap de l'enfant. Puis, on aura M. Maurice Corcos, professeur de pédopsychiatrie, chef de service, Institut mutualiste Montsouris, auteur notamment de Corps absent, le corps insoumis, qui a peur de la maladie mentale, 10 bonnes raisons de se méfier, de SMV, Rimbaud, une adolescence violée. On aura aussi Esma Ktani, professeur d'ophtalmologie, Casablanca, ophtalmologue pédiatre. On aura aussi Kenza Boualier, professeur de pédiatrie, Casablanca, rhumatologie et médecine interne pédiatrique. On aura aussi Amin, parmi les moutatamorantes. Et sans tarder, je passe la parole au modérateur. Sabir, qu'elle prend Maria Sabé, professeur de psychiatrie Rabat, addictologue, hôpital Ravazi de Sali. Tout d'abord remercier Dr Amin Benjeloun de m'avoir invité et de féliciter en fait les organisateurs de ces journées et qui ont en fait le grand mérite de faire en sorte que ce soit des journées pérennes. Je suis très heureuse aussi de me retrouver aujourd'hui avec des confrères et consoeurs de spécialités différentes. Donc je suis psychiatre, mais je vois que l'assistance est composée d'une richesse en fait et de plein d'autres spécialités. Et ce sont des spécialités en fait qui vont toutes dans le sens de collaborer dans le sens du développement en fait de l'enfant et de l'adolescent. Donc encore une fois, je suis très heureuse d'être ici. Et nous allons en fait débuter cet après-midi par une communication de Madame Brigitte Chabrol, qui est professeure de pédiatrie et chef de service à Marseille. Donc à mon tour de remercier Amin Benjeloun, donc un très cher ami, et de vous remercier tous pour me donner l'occasion de revenir dans votre belle ville et dans ce beau pays que j'aime tant. Ce que me rappelait Madame H. Khalifa tout à l'heure, est-ce que je suis vraiment devenue marocaine? Je ne sais pas encore, mais voilà. C'est vrai que chaque fois que vous me demandez de venir, c'est toujours avec un très très grand plaisir, et je pense que ça marque la richesse de nos échanges et la richesse des échanges autour donc, de l'enfant et de l'enfant malade, et en particulier de l'enfant porteur de troubles du neurodéveloppement. Alors aujourd'hui, effectivement, pourquoi parler des 1000 premiers jours et du développement cérébral? Peut-être, c'est toujours un peu pareil en médecine, on peut parler de beaucoup de choses, mais quelquefois, on est comme le reste de la société, il y a des modes. Et cette mode, les 1000 premiers jours, c'est une notion qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, mais qui vient d'être remis, entre guillemets, au goût du jour en France, avec une commission qui a été demandée par le président de la République sur ces 1000 premiers jours. Et donc, en discutant avec Amine, je dis peut-être qu'on peut essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est que cette phase. Est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours et qu'on surveille depuis toujours? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a un petit peu ratées, on va dire, ou qu'on ne connaissait pas? Est-ce qu'il y a des connaissances nouvelles? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, qu'est-ce que c'est ces 1000 premiers jours? Je crois que la notion qui est très importante, et c'est vrai que si nous, pédiatres, on est absolument convaincus que les 1000 premiers jours d'un enfant, ça commence au moment de la conception, jusqu'à ses 2 ans. Pour un médecin qui n'est pas, j'allais dire, proche de la pédiatrie, proche des enfants,
très souvent, l'enfance commence à la naissance. Or, on sait très bien que ce qui se passe avant est d'une importance capitale. Puis après, bien sûr, les jours de la naissance et les premiers mois de vie. Donc, ces 1000 premiers jours, vous voyez, c'est simplement un compte aux 270 jours d'une grossesse, plus 365 la première année, 365 la deuxième année. On ne compte pas les années bissextiles. Et donc, on arrive à 1000 premiers jours. Et c'est la notion surtout qui se dégage de cette vulnérabilité extrêmement... Alors, excusez-moi, voilà, c'est ça. Voilà, que cette vulnérabilité qui caractérise ces 1000 premiers jours, et finalement les empreintes qui vont être marquées à ce moment-là, qui vont apparaître, vont durer toute la vie. Et c'est vraiment ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité pour notre santé future. Donc ça, je crois que c'est un point extrêmement important, et c'est les différentes recherches de ces 10-15e dernières années qui ont montré cette importance pour ce qu'on va retrouver pour les maladies de l'adulte. Et quand on parle de maladies chroniques de l'adulte, ben on va voir que très souvent, elles peuvent prendre naissance, j'allais dire, même avant la naissance, donc pendant la phase de la grossesse et après, dans les premiers jours, les premiers mois de vie. Alors juste ça, vous le savez, mais quand même rappeler que le cerveau de bébé est malheureusement encore obligé de le dire. Je peux vous dire que je suis en train de me battre, je me bats beaucoup, vous le savez, depuis plus de 30 ans pour l'amélioration des soins apportés à l'enfant, et se battre, et je sais que vous faites pareil ici auprès de nos politiques, nos tutelles, pour expliquer qu'un bébé, un enfant, c'est pas un modèle réduit de l'adulte, et qu'il y a vraiment des différences, et des différences qui sont biologiques, qui sont physiologiques, qui sont psychiques, et l'enfant doit être considéré comme une personne à part entière. Donc vous voyez ce schéma qui a été emprunté à Guylaine Dehaene et qui montre bien donc, le cerveau d'un petit nouveau-né avec une ligne qui est encore très pâle, qui n'existe pratiquement pas, et puis une arborisation dendritique dans le cortex moteur qui est très réduite. Le nouveau-né n'a pas encore d'expérience moteur, donc tout ce cortex va se développer au fur et à mesure des stimulations, même si le programme est génétique, bien sûr, de la formation du cortex, mais tout ce qui est relationnel, tout ce qui est arborisation va se développer au fur et à mesure, et vous arrivez donc à un cerveau de l'âge, on va dire, de l'adolescent, avec une myéline très développée, et regardez l'arborisation dendritique qui est 10 fois plus élevée. Et nous, pédiatres, on a aussi un moyen très simple et que beaucoup oublient, et en tout cas moi je me bats avec les plus jeunes et avec les étudiants, c'est la mesure du périmètre crânien, tout simplement. On n'a pas besoin d'IRM, on n'a pas besoin d'examens extrêmement sophistiqués, il suffit de mesurer le périmètre crânien avec les différentes, le mettre sur une courbe avec les différentes évolutions, et vous aurez un témoin direct, in vivo, de la myélinisation et de l'arborisation dendritique du petit nouveau-né, nourrisson que vous avez devant vous. Deuxièmement, c'est que, bien sûr, vous l'avez compris, le développement psychomoteur et la traduction totale du développement du système nerveux central. Et donc, rappelez simplement que pendant la vie intra-utérine, il y a d'abord une phase de prolifération et de migration là, qui est pratiquement qui est codée génétiquement. Ça, on peut entre guillemets rien y faire, sauf le jour où on fera des clones, où on sera dans un autre monde, où on pourra tout modifier, même avant la conception, mais on n'en est pas du tout là. Donc la prolifération et la migration qui est exactement la même pour la programmation qui est la même pour tout enfant. Donc toute la phase génétique, mais très rapidement, dès la vie intra-utérine, et c'est ça qui va changer d'un enfant à l'autre, c'est l'environnement. Donc le poids de l'environnement qui commence à peu près au 4e mois, pense-t-on, de la vie intra-utérine, peut-être avant, on ne sait pas encore bien, mais en tout cas qui commence très tôt, et cet environnement qui va avoir un poids de plus en plus important, et en particulier après la naissance, donc qui va permettre également que tout ce qui a été programmé génétiquement au niveau de la myélinisation, de la différenciation neuronale et l'intégration en réseau puisse avoir enfin sa fonction. Et ça, c'est l'environnement. Et quand je dis l'environnement, ce n'est pas uniquement l'environnement, j'allais dire, de la santé, l'environnement médical, il est nutritionnel, il
il est affectif, il est psychique, il est tout ce qui peut entourer la vie d'un petit enfant et bien sûr, au premier chef, la famille. Donc voilà, la notion essentielle, le développement ne s'arrête pas à la naissance, et du fait de cette phase extrêmement importante ces 8 premiers jours, la notion de vulnérabilité, dans le sens vraiment que cette vulnérabilité, il faut faire extrêmement attention, parce que tout ce qui va être imprimé à ce moment-là va pouvoir rester le reste de la vie de l'enfant. Alors de là, je crois qu'il était venu ici, Umberto Simeoni, à une des journées de la goutte de lait. Hein. Moi, j'y étais pas, mais je pense qu'il était venu intervenir avec Marcel Ruffo, je ne sais plus, la 2e ou 3e journée. Donc, vous avez développé déjà ces principes. Donc, c'est quelque chose qu'on appelle le DOHAD, et finalement, on parle plutôt des 1000 premiers jours, c'est plus simple à dire, mais c'est une origine développementale de la santé. Donc ça, c'est une notion qui est très importante, qui est un peu différente de la notion peut-être de Pasteur, j'allais dire pasteurienne de la santé. C'est vraiment que ce développement va retentir aussi sur la vie entière. Donc à partir de là, il y a différentes items qui ont été travaillés, et je vais vous montrer surtout actuellement en France, celui qui travaille énormément dessus, c'est un néonate de Lille qui s'appelle Laurence Storm, qui fait d'ailleurs partie de la commission des 1000 premiers jours, et qui travaille dans le cadre d'une fédération hospitalo-universitaire, donc sur cette notion des 1000 premiers jours, où ils vont tenir compte de tous les facteurs de l'environnement. Là, on n'est plus dans la phase génétique, j'allais dire propre, peut-être on parlait hier soir d'Arnold Munich, où la phase où vraiment tout est inscrit dans les gènes et de la biologie moléculaire, encore que je voudrais vraiment faire une aparté, on l'a bien dit que quand même tout repose initialement, les 3 premiers mois de la grossesse et le début du développement, sur des causes génétiques. Donc on peut aussi réfléchir, et ça c'est un autre débat, mais c'est là où on peut réfléchir actuellement. Certains en France ont demandé dans les révisions de la loi de bioéthique qu'on puisse faire un diagnostic préconceptionnel, c'est-à-dire un dépistage d'hétérozygotes dans un certain nombre de maladies fréquentes pour éviter qu'il y ait un enfant qui naisse atteint d'une maladie. On peut parler par exemple de la myotrophie spinale infantile ou d'autres maladies qui sont relativement fréquentes, la mucoviscidose ou autre, ou le dépistage préconceptionnel comme c'est fait dans certains pays permet d'éviter qu'il y ait des enfants qui naissent avec ces maladies. Donc, premier point. On pourrait parler aussi dans les maladies génétiques de la consanguinité. On sait qu'il y a énormément de maladies récessives chromosomiques avec un taux plus élevé dans les populations où il y a une forte consanguinité. Et si on veut prévenir ces maladies, on peut commencer à faire de l'éducation et expliquer le risque lié à la consanguinité. Donc ça, je n'en parlerai plus, c'est toute la partie, on va dire, plus génétique, mais qui est également déterminante, il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est un peu le danger de dire les 1000 premiers jours en parlant que de l'environnement. Il y a quand même, bien sûr, la base génétique qui doit être tout à fait correcte pour que le bébé puisse se développer correctement. Alors, dans les facteurs environnementaux, vous voyez qu'il y a un certain nombre de points. Moi, je vais surtout axer mon propos sur les facteurs nutritionnels et toxiques. Je laisserai, je pense, Maurice Corcos peut-être rebondir tout à l'heure sur tout ce qui est notion de stress, voire notion d'attachement, mais là je le laisse vous dévoiler le sujet. Et on va voir donc comment on peut effectivement essayer d'éviter qu'il y ait une vulnérabilité plus importante due à des facteurs toxiques ou des facteurs nutritionnels. Alors ici, c'est représenté à peu près de la même façon, mais toujours dans ces critères de santé que, il ne faut pas dire tout se joue là, parce que bien sûr il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver par la suite, mais cette phase extrêmement importante, et pour nous pédiatres, on est complètement concernés, parce que c'est nous qui nous occupons de ces tout petits bébés, donc essayer qu'ils grandissent le mieux possible. Alors un exemple du retentissement, là c'est Barker qui avait démontré ça dès 1993, donc ce n'est pas des travaux extrêmement récents, mais en tout cas qui ont été totalement prouvés et qui continuent. Il faut quand même toujours faire appel aux travaux initiaux, donc qui continuent à faire foi et qui est très importante. Par exemple, vous avez